Coucou mes petites étoiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne si jamais vous êtes nouveau. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2023, bonheur, réussite et surtout santé. Donc je vous le redis, au cas où vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, mais vraiment je vous souhaite une très belle année. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon petit bilan de mon challenge que j'avais pris énormément de plaisir à vous organiser, c'est-à-dire l'envoûtement livresque, qui se déroulait du 1er novembre au 31 décembre. J'avais même envie de le prolonger, mais je me dis que pour une première édition c'est déjà pas mal et je vais pas moi-même le rallonger comme ça sur un coup de tête. Du coup je vais vous faire mon petit bilan et j'espère que ça vous plaira. Je vais vous donner vraiment mon avis comme si il était un livre et aussi vous donner la catégorie dans laquelle je l'ai mise. Et puis bah allez, hop, c'est parti. Au total j'ai lu 10 livres, c'est-à-dire que je me classe dans la catégorie bonhomme de neige. Et normalement c'était donc 8 livres, sauf que j'avais pas forcément prévu qu'il allait y avoir un entre-deux, et du coup c'était soit 8 soit 12. Donc c'est quand même un sacré écart, mais bon, ça pouvait passer. Et donc j'étais entre Bonhomme de Neige et Lutin du Père Noël, mais je n'ai pas atteint Lutin du Père Noël, du coup ce n'est absolument pas grave, je suis un petit bonhomme de neige. Et pour débuter le mois de novembre, j'ai commencé avec une petite romance de Noël, comme ça j'étais bien dans le thème. Et il s'agit donc de La romance presque parfaite d'une accro à Noël, écrit par Laura S. Wilde et édité chez Hugo Poche, donc dans la toute petite version. Je crois qu'il n'existe même pas de version brochée, donc pour tout vous avouer. Il est vraiment tout rikiki, ça s'est lu à une vitesse folle, j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup dans cette histoire, on suit Zoé, une jeune fille qui est passionnée de Noël, à un point qu'en fait elle en a même fait son métier puisqu'elle est devenue décoratrice et donc elle a ouvert son entreprise de décoration de déco de Noël, tout simplement. C'est compliqué à vous expliquer, il y a beaucoup de déco dans le lot. Et donc chaque année, elle va décorer des entreprises, décorer des magasins, des grands particuliers, etc. Et donc elle fait des décorations de Noël et elle fait tout son business là-dessus. Ça marche du tonnerre, elle est vue comme la reine de Noël. Et du coup, se faisant repérer par les journaux, elle va avoir son propre article. Sauf que c'est Ethan qui est amené à faire son article, il doit l'interroger. Sauf que leur rencontre se passe pas hyper bien puisque premier abord elle pensait qu'il l'agressait dans la rue. Bon, en même temps c'est pas forcément malin d'accoster quelqu'un dans la rue pour juste faire un article comme ça, enfin surtout un soir. Enfin bref voilà, c'était assez drôle comme début, sauf que ça tombe vraiment au mauvais moment parce que c'est le moment où Zoé prend des vacances et elle décide de repartir chez ses parents pour la première fois depuis très longtemps pour les revoir tout simplement et fêter Noël dans sa ville natale. Ethan va être amené à la suivre dans cette ville et étant donné que lui n'aime pas du tout Noël, qu'il ne comprend pas pourquoi tout ça et surtout en fait il ne le fait pas. Et du coup il va vraiment plonger en plein cœur de Noël avec Zoé et du coup c'est une belle petite histoire de Noël et d'amour. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite histoire. Elle est riche du coup en Noël, heureusement. Enfin c'était vraiment tout petit, vraiment le livre est tout petit, mais alors je trouve que c'est détaillé avec justesse. Je dis pas qu'il manquait rien, mais franchement, pour une petite romance de Noël, j'ai pas forcément les mêmes attentes qu'un roman de fantasy par exemple, ou un roman, je sais pas, contemporain. Mais du coup, pour une romance de Noël, je l'ai vraiment trouvé super bien, parfait. Il était joyeux, je sais pas comment vous expliquer, il y avait quand même ce côté qui était pas facile, enfin... Tout était là pour que ce soit une bonne romance de Noël. De plus, je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Zoé par l'amour qu'elle porte à Noël, mais aussi par l'amour qu'elle porte à ses parents, à sa famille, et un petit peu tout ce qui a pu se passer, tout ça, je trouve ça vraiment tellement beau, tellement poétique, même si c'était des trucs qui étaient horribles, ne nous le cachons pas, mais je sais pas, Zoé avait quelque chose de très touchant et j'ai vraiment beaucoup aimé la suivre dans cette histoire. En bref, même si Noël est déjà passé et que vous le lirez peut-être l'année prochaine, qui sait, mais je vous le recommande vraiment beaucoup, en tout cas pour cette période parce que il est parfait, il se lit à une vitesse folle, c'est un vrai page turners et en plus c'est trop mignon, enfin il y a une romance, faut le savoir, mais voilà, c'était juste trop bien, l'ambiance de Noël est là et c'est tout ce que j'ai aimé. Et du coup, par cette lecture, j'ai validé la catégorie un livre qui vous plongera en plein cœur de la magie de Noël. Je pense que c'était pas trop compliqué vu le résumé et vu le titre, c'était vraiment pas compliqué. Avant que j'oublie, je voudrais aussi vous dire que une petite saga, enfin du moins un tome 2 est prévu pour ce roman. Donc Laura S. Wilde a clairement dit il y aura un tome 2. Donc trop contente parce que j'avais adoré celui-ci. J'espère que le 2 sortira donc à Noël prochain pour que je puisse le lire à cette période parce que trop contente de pouvoir retrouver Zoé et Ethan et voir un petit peu la suite de leurs aventures.
La deuxième lecture qui m'a accompagnée du coup durant ce challenge est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Clémence, donc Orphea sur Instagram. Et c'est donc Les Monstres de Brookhaven, le tome 1, écrit par Patrick Kenny, édité chez Lumen. Dans cette histoire, on suit Mirabelle, une jeune fille qui est un petit peu différente du reste de sa famille, puisque c'est une famille de monstres. C'est-à-dire qu'ils ont tous des caractéristiques différentes. Par exemple, il y en a un qui va pouvoir se rendre invisible, l'autre va pouvoir, je sais pas, voler, il y en a un qui va pouvoir voyager dans le temps, il y en a une qui va se transformer en araignée, d'ailleurs c'est la pire, je vais pas vous le cacher, enfin de mon point de vue. Et Mirabelle n'a pas de pouvoir, elle n'a aucune spécialité si je puis dire, et donc elle vit avec eux, c'est sa famille, mais elle n'a rien de vraiment particulier par rapport aux autres. Le manoir de Brookhaven est encerclé par une sorte de barrière magique que seuls quelques humains, pour leur apporter des vivres, peuvent franchir, sauf qu'un jour, eh bien, un frère et une sœur vont réussir à franchir cette barrière et il va y avoir un petit problème. Le souci c'est donc que déjà quelqu'un a franchi la barrière, quelqu'un les a découverts et en plus de ça, c'est dire que la barrière ne sert plus à rien et que le mal peut revenir. Vous vous doutez bien qu'une menace va venir un petit peu embêter cette famille et donc toute l'histoire va naître autour de ça. En bref, j'ai vraiment bien aimé ma lecture, mais parce que oui, il y a un gros mais, c'était extrêmement proche de l'univers de Miss Peregrine et des enfants particuliers que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est aussi une des premières que j'ai lues un petit peu dans ce genre d'univers si je puis dire. Et du coup c'était tellement assez adulte finalement, je me rendais pas compte sur le coup mais c'est très adulte par rapport à celui-ci qui est vachement jeunesse, je le savais que c'était un jeunesse. Mais du coup le fait de faire la transition en plus à un mois d'intervalle avec Miss Peregrine tome 3, du coup c'était peut-être pas le meilleur plan et du coup je l'ai trouvé vraiment copié un petit peu sur Miss Peregrine. Déjà il y a un personnage qui s'appelle pareil, l'ambiance un peu pareil, le fait que ce soit un manoir avec des personnes particulières, enfin il y a tellement de choses qui étaient similaires que du coup j'étais un petit peu déçue de ce côté trop similaire et c'est ce qui a fait que ma note a vachement baissé. Mais ça reste une bonne lecture, j'ai quand même bien aimé suivre Mirabelle, etc. Mais en plus de ça, c'est une duologie, mais je pense que je ne lirai jamais le tome 2, puisque... en fait, j'ai bien aimé celui-là, c'est pas le problème, c'est juste que la fin est tellement finale, est tellement bien faite, que du coup je pense pas avoir besoin, en fait, je ressens pas le besoin tout simplement de lire le tome 2, donc je pense que je l'achèterai pas, que je ne le lirai pas. Pourtant j'ai bien aimé, mais je vois pas en fait ce qu'il pourrait y avoir de plus à l'histoire, et du coup je pense que je vais m'arrêter là et que c'est plutôt cool quoi. Avec celui-ci, j'ai validé la catégorie un livre choisi par quelqu'un, parce que oui, j'ai un petit peu triché, parce qu'on me l'a pas réellement choisi, mais vu que je l'ai lu en lecture commune avec Clémence, du coup c'est comme si elle me l'avait choisi. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc voilà, je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie. Et puis de toute façon, je vous l'avais dit, on peut un petit peu tricher dans le challenge, donc pas de soucis. Ensuite, au mois de novembre, sortait une BD que j'attends à chaque fois avec énormément d'impatience. Et donc là, je crois qu'elle sortait mi-novembre, un truc comme ça. Et du coup, dès qu'elle est sortie, je l'ai achetée, vous vous en doutez bien. Il s'agit de Le Grimoire d'Elphie, le tome 3, Malaventure en pain d'épices, écrit par Arleston, Alouette et Minnie Ludwig et édité chez Dracou. Dans cette histoire, on va suivre 3 sœurs, donc Louette, Magda et Elphie. Toutes 3 ont perdu leurs parents dans un incendie qui a survenu il y a un an de ça à peu près dans l'histoire. Et du coup, durant ce temps-là, elles vivaient chez leur tante, mais la grande, donc Louette, je crois, Magda, ça doit être celle du milieu, Louette avait 18 ans et elle est partie en Angleterre et elle a ramené un bus anglais et elle l'a transformé en librairie ambulante. Elle est donc partie récupérer ses sœurs et toutes 3 vivent dans la librairie et voyagent du coup avec ce bus librairie, c'est trop bien, j'adore cette idée. Et du coup là elles ont atterri en Alsace, donc déjà une région que j'adore particulièrement. En plus de ça, à la période de Noël, et en plus, c'est un soupçon de magie, Le Grimoire d'Elphie, c'est vraiment une saga de BD que je vous recommande, mais à 90 000%. À n'importe quel âge, cette BD est parfaite. En plus de ça, les planches sont tout simplement sublimes, donc je vais essayer de vous montrer le début pour pas vous spoiler. Hop. Voilà. C'est trop beau, il y a un détail, n'empêche, dans ces BD, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et déjà l'histoire est trop bien, en plus les dessins sont trop beaux. Quel meilleur mélange pouvons-nous faire. Encore une fois, ce fut un gros coup de cœur, comme les 2 autres avant. Et du coup, grâce à ce livre, j'ai pu valider la catégorie le dernier livre que vous ayez acheté. Parce que du coup, je l'ai acheté en novembre, je l'ai lu le soir même. Et du coup, voilà.
Ensuite, dans la foulée, j'avais aussi acheté un autre roman qui est cette fois-ci plutôt pour les cours, même si en soi il n'était pas au programme, mais c'est un livre que je voulais lire en plus de mes cours. De toute façon, il était tout petit, vous allez le voir, en plus il est parfait pour la catégorie. Il s'agit de Fantasio de Alfred de Musset, et du coup, très sincèrement, je ne me rappelle plus de rien du tout. Donc pour vous donner un avis, ça va être très compliqué. Vraiment, je me rappelle juste que j'avais pas tout compris parce que au niveau des personnages, il y avait des trucs qui étaient pas hyper clairs. Mais en fait, je me rappelle de rien. Très sincèrement, c'est une lecture dont je n'ai aucun souvenir. C'est quand même grave, faut pas qu'on m'en demande parce que sinon ça va être compliqué. Mais je l'avais lu du coup pour mon oral parce que comme je passais sur Alfred de Musset, je m'étais dit ça peut être bien de lire d'autres de ses œuvres. Ce qui était vrai, et je me rappelais parce que je l'avais lu la veille de mon oral. Sauf que là, comment vous dire que j'ai tout oublié quoi, donc c'est un peu embêtant, donc je vais passer très vite là-dessus. De toute façon, je suis pas sûre que c'est forcément ce qui vous intéresse. Mais du coup, grâce à ce petit roman, j'ai validé la catégorie le plus petit livre. Ensuite, je ne sais absolument pas pourquoi je me suis penchée sur ce livre, mais vraiment c'était sur un coup de tête, je vais pas vous le cacher. À chaque fois que j'ai lu un de ces romans, de toute façon de cette saga, c'était toujours sur un coup de tête, et il s'agit donc de Percy Jackson, le tome 4, intitulé La bataille du labyrinthe, écrit par Rick Riordan et édité chez Albin Michel. J'ai commencé la saga en septembre 2021, et encore une fois c'était vraiment sur un coup de tête. Du coup j'avais vraiment envie de les lire, etc. Mon copain me les a achetés. Et du coup, je me suis plongée dedans, j'ai lu les 2 premiers d'un coup. Puis j'ai lu le tome 3 cet été, et là en fin d'année je me suis dit bah écoutez, voilà, je vais lire le tome 4, je sais pas pourquoi. Donc j'ai quasiment terminé la saga, c'est à la fois horrible et trop bien parce que je terminais enfin une saga, mais en même temps c'est Percy Jackson quoi, donc comment vous dire, c'est aussi un petit peu toute mon enfance, parce que c'est comme Harry Potter, c'est comme les Hunger Games, enfin tout ce qu'il y a pu y avoir autour par rapport aux produits dérivés, par rapport aux films, par rapport aux livres, aux gens qui en parlent, enfin c'est devenu de la culture populaire. C'est comme si quelqu'un connaissait pas le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je me suis vraiment décidée à les lire réellement et pas juste connaître l'histoire et des bribes de l'histoire. Et du coup je me suis plongée dans le tome 4 et je suis une peu plus heureuse puisque c'est vraiment mon préféré je pense, c'est le seul que j'ai annoté. Et je l'ai vraiment beaucoup annoté, vous pouvez voir, vraiment au point où je n'avais plus de post-it de certaines couleurs, parce que je fais toujours en fonction des couleurs, donc je regarde par rapport aux coloris, donc là j'ai pris rouge et espèce de rose pâle jaune, parce que je n'avais pas vraiment jaune, mais du coup pour essayer d'harmoniser un petit peu tout ça, et je l'ai vraiment beaucoup annoté, j'aurais pas pensé, mais c'était trop bien. Du coup dans cette histoire on suit Percy Jackson, donc le jeune garçon qui est très connu maintenant, qui est un garçon un petit peu problématique, il se fait virer de toutes les écoles, il se bat tout le temps, il est jamais d'accord avec personne, etc. Et un jour, lors d'une sortie au musée, il va se faire attaquer par des monstres de la mythologie. Et à ce moment-là, va lui être révélé qu'il est le fils d'un dieu de la mythologie grecque, c'est-à-dire Poséidon. Et donc une longue et périlleuse aventure va commencer pour lui, puisqu'il va atterrir au camp des Sans-Mêlés. Donc là, c'est une école, enfin un camp plutôt devrais-je dire, une sorte d'école, une académie si on veut, assez particulière puisque c'est le regroupement de tous les Sans-Mêlés, donc demi-dieux, où ils apprennent à se battre, à faire des poisons, à se cacher, etc. Enfin surtout à se battre hein, principalement, mais aussi à découvrir un petit peu plus la mythologie en général, parce que quand on vit dans le monde des humains et qu'on sait pas tout ça, on peut pas le deviner comme ça, donc ils ont aussi un petit peu de cours de mythologie, etc. Et Percy Jackson va découvrir un monde dont il n'avait pas conscience. Donc voici un bref résumé du tome 1, je peux pas trop vous en dire parce que c'est déjà le tome 4. Ouais, j'avance dans une saga, ça fait vraiment plaisir. Mais en même temps ça me terrifie parce que c'est Percy Jackson justement. Mais je sais qu'il y a aussi donc les travaux d'Apollon, les héros de l'Olympe, etc. Mais la saga principale, c'est Percy Jackson, et pour le coup ça va me faire vraiment bizarre de les quitter. Et donc comme je vous le disais au tout début, vraiment je pense que c'est mon tome préféré pour le moment, j'ai pas encore lu le tome 5, mais j'ai tellement aimé ce roman, enfin waouh, je sais pas pourquoi, j'ai pris une énorme claque, je l'ai aussi écouté en audio, mais j'avais le livre constamment sous les yeux tellement je l'ai annoté, enfin vraiment c'était de la folie par rapport aux références mythologiques, par rapport à la description en fait, au personnage. Il était beaucoup plus évolué que les premiers, j'ai trouvé vraiment une évolution immense dans la plume de Rick Riordan et dans la description de son histoire et de ses personnages, et c'était juste dinguissime en fait de voir à quel point l'univers était encore plus dense, encore plus riche, encore plus développé, et déjà ça c'était un énorme point. Et même Percy et Annabeth était vraiment beaucoup plus développé, beaucoup plus construit, et ça fait extrêmement plaisir. Il y a d'ailleurs un autre personnage qui s'est rajouté dans l'histoire et j'ai peur de ce qui peut se passer, même si je ne pense pas, donc attention à cette personne quand même.
Par cette lecture, j'ai donc validé la catégorie le premier livre auquel vous pensez dans votre pile, là tout de suite maintenant. Ensuite, en parallèle de Percy Jackson, j'avais 5 lectures en cours, donc autant vous dire que j'ai dû un petit peu épurer mes lectures en cours, donc j'en ai déjà rattrapé pas mal, mais c'est toujours 2 en cours, mais bon, c'est pas grave, c'est des lectures, on va dire, secondaires. Et à côté de ça, je lisais donc Le Tribut des Dieux, le tome 1, écrit par Bluen Guillou et édité chez Hachette Roman. Dans cette histoire, nous suivons Octavia, une jeune fille qui arrive à l'Académie des magiciens. Cette jeune fille est rongée par la culpabilité et la haine, car elle a perdu sa famille, donc ses 2 mères et son frère dans un incendie, et du coup ça l'a révoltée, ça l'a hantée. Et comme les dieux existent dans ce monde, eh bien elle va tout faire pour essayer de les ressusciter. Vous doutez bien que ressusciter quelqu'un peut avoir des grandes conséquences et peut être vraiment néfaste pour le monde et aussi pour Octavia et les personnes ressuscitées tout simplement. Et elle va donc se lancer dans une très grande quête à la découverte de qu'est-ce qui s'est passé, comment les ressusciter. Elle va même faire un pari avec un dieu. Évidemment, c'est le pire possible dans l'histoire. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler, mais cette histoire m'a menée en bateau tout le long. Vraiment, à chaque fois, j'étais encore plus étonnée. Il y avait quelques petits trucs que j'avais un petit peu devinés, mais en vrai pas beaucoup. Enfin, c'était vraiment 2-3 petits trucs sur toute l'histoire, donc ça va. Je peux pas dire que je l'ai dévoré, mais quasiment, parce que en plus c'était période partielle, donc forcément je dévore pas les livres de la même façon. Mais c'était une sacrée claque quand même, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, parce que je pense qu'il m'a manqué quand même un tout petit truc, et le comportement d'Octavia était insupportable, vraiment insupportable cette fille. Je pouvais comprendre sincèrement quand je lisais, je me suis dit mais en fait je comprends ce qu'elle veut dire, ce qu'elle ressent, mais en même temps on peut pas cautionner de faire ça, et ses amis qui la suivent alors qu'ils sont contre. Enfin il y a tellement de choses dans cette histoire, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai tout simplement adoré ma lecture. Même si je cautionne pas du tout ce qu'a fait Octavia, même si je pense pas que j'aurais suivi, mais vraiment l'univers est super bien construit, les pouvoirs aussi développés, etc. Tout est trop bien fait en fait, et j'ai adoré pouvoir suivre Octavia et ses amis, enfin surtout Alexei, on va pas se le cacher, dans cette petite aventure, et voir un petit peu où l'autrice, donc Bluen Guillou, veut nous emmener, et jusqu'où en fait ça peut aller, et je sais pas, c'était vraiment trop bizarre, mais trop bien. Et très sincèrement, elle a joué avec mes sentiments. À beaucoup de moments, je me suis dit ouf, c'est pas gentil d'avoir fait ça. Ah mais non, mais c'est pas possible. Mais vraiment, j'étais outrée tout le long de ma lecture, mais vraiment, je vous le recommande. Mais avant de vous le recommander quand même, parce que je vous le recommande, mais avec des triggers quand même, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sang, de scarification. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec une secte, etc. Donc je peux pas vous spoiler, mais en même temps, je suis obligée de vous le dire parce que ça vous choque si jamais vous ne pouvez pas, que vous voulez pas tout simplement lire ce genre de roman. Eh bien, je préfère vous prévenir que vous soyez au courant de ce qui peut se passer dedans. Mais c'est surtout le sang et la scarification qu'il y a énormément dans le roman. Il y a des moments où t'es un petit peu mal à l'aise quand même face à tout ça, tu te dis bon, là ça commence à être un petit peu beaucoup, mais voilà, il y a vraiment des trucs horribles, donc je vous le conseille à partir de 16-18 ans minimum, hein, parce que, enfin 16 ans ça va, mais en dessous ça commence à être léger, parce qu'il y a quand même vraiment des choses assez choquantes, surtout vers la fin, donc je préfère quand même vous prévenir avant que vous vous lancez là-dedans. Et du coup, par ce roman, j'ai validé la catégorie un livre dédicacé ou que vous souhaitez faire dédicacer lors d'un salon, enfin un jour comme ça. Et du coup, moi je l'avais rencontré à Vernon, du coup dans une commune proche de chez moi. Et donc j'avais ma petite dédicace. Donc voilà, je ne vous mens pas, ce livre est vraiment dédicacé, donc il rentre parfaitement dans la catégorie. Alors, le sang et les incendies, c'est bien, hein, mais moi je suis repartie sur des romances de Noël, quelque chose de beaucoup plus cool, beaucoup plus posé. Et j'ai donc décidé d'enchaîner avec Le Chat de Nothing Hill, donc écrit par Lattie Agnel et édité chez les éditions Prisma. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui a un boulot un petit peu contraignant. Bon, elle est journaliste, etc. Sauf que sa patronne l'amène à la baguette. Elle la prend vraiment pour son toutou et elle lui fait faire toutes ses corvées, même quand c'est côté perso. Hein. Donc vraiment, c'est la pire patronne possible. Mais à côté de ça, nous avons un jeune homme qui possède une animalerie et qui adore son métier. Il est passionné et il a donc des chats dans son animalerie. Un jour, un de ses chats va s'échapper. Donc malencontreusement, je ne sais pas trop comment parce que c'est pas vraiment expliqué. Et c'est elle qui va tomber dessus. Il va y avoir des circonstances qui vont faire qu'ils vont se rencontrer avec même d'autres amis, etc. Et vous vous doutez bien qu'une petite romance va naître. Bon, il faut aussi savoir que le chat n'a pas une énorme importance alors que c'est quand même le sujet du roman, enfin c'est quand même le titre du roman. Et pourtant il n'a pas une importance capitale dans l'histoire. Hein. Donc
c'était un peu dommage. Je l'avoue, je m'attendais à un tout petit peu plus en fait par rapport au chat. Mais bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave. Donc du coup, je vous donne direct mon avis parce que le résumé en fait, bah, étant donné qu'il est assez court, qu'il est pas non plus extrêmement dense, autant que je vous donne mon avis tout de suite, comme ça vous allez avoir un peu plus de détails. Il faut déjà savoir que la jeune fille est assez... Elle est gentille, mais en même temps elle est trop naïve, elle se laisse un peu trop faire, enfin je suis désolée, mais dans ce roman, on voit clairement du harcèlement au travail, et il n'y a aucune conséquence derrière. Je suis désolée, à la fin, bah il manque quelque chose, il n'y a pas ce truc qui fait que, ok, le livre aurait pu être vraiment mieux dans la notation, on va dire, mais il a manqué ce petit quelque chose qui faisait que bah, le roman aurait pu vraiment être vraiment chouette. En plus du harcèlement au travail qui est pas du tout montré, alors qu'en fait c'est énormément présent et il y a quasiment que ça dans le roman, très clairement. En plus de ça, le chat non plus n'est pas non plus beaucoup présent, enfin il est là, il est évoqué beaucoup de fois, mais en même temps c'est pas central dans la rencontre des deux jeunes gens dont je vous ai parlé et c'est un petit peu dommage. Enfin voilà, il y a pas mal de côtés négatifs, ce qui est dommage parce que j'ai quand même aimé le fond de l'histoire. Ça se lit à une vitesse folle, je l'ai lu en une journée quasiment. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir les voir, de voir un petit peu comment leur histoire évolue. Mais finalement, en fait, j'en ai pas non plus un souvenir mémorable alors que je l'ai lu il y a moins d'un mois. Je l'ai lu il y a 3 semaines précisément, donc pour vous dire qu'il m'a pas non plus marqué des masses. Donc c'est un peu dommage, je suis un peu déçue, donc je suis contente de l'avoir lu, c'est pas le souci, mais il a manqué beaucoup de choses et c'est vraiment dommage. Côté positif, il y avait quand même un petit peu de l'ambiance de Noël, le côté froid, les animaux, etc. Le personnage masculin, lui par contre, est vraiment chouette, et le père de ce personnage aussi est très chouette, lui il a vraiment une histoire, etc. derrière, et je trouvais ça beau en fait, et bon... Elle aussi, elle a une histoire, c'est pas ça. Mais du coup, l'histoire du garçon et de son père, bah, c'est beaucoup plus touchant. Et après, ça me touchait un peu plus personnellement aussi. Donc forcément, ça m'a plus touchée. Mais j'ai bien préféré le point de vue du garçon. Parce qu'on avait les 2 points de vue d'ailleurs. Donc je suis en train de me rappeler ça. Oui, c'est ça, on a les 2 points de vue. Donc lui s'appelle Nicolas et elle s'appelle Tess. Voilà, donc je me rappelais pas du tout. C'est pour vous dire à quel point je m'en souviens pas vraiment. Donc voilà, je pense que je vais pas beaucoup plus épiloguer dessus. J'ai passé un bon moment de lecture, mais je vous le recommande pas dans le top du top des romances de Noël. Donc c'est un peu dommage parce que vraiment j'en attendais beaucoup. Je me suis dit, bah pour une fois c'est une romance de Noël qui est pas chez Hugo, qui est pas forcément chez des éditions qu'on connaît. Et du coup j'étais vraiment déçue, donc voilà, une petite déception, mais je suis quand même contente de l'avoir lu, donc c'est une semi-déception on va dire. Par ce roman, je valide un livre acheté en novembre-décembre dernier. Donc oui, je l'ai acheté en novembre dernier, du coup je l'ai lu en décembre, donc ça va encore en soi. Il a duré un an et un mois dans ma palle, donc ça va encore. Après le chat de Notting Hill, j'ai enchaîné direct avec un petit recueil de poèmes, donc poèmes tout simplement, écrit par Marine Conan et édité chez les éditions Hello, donc Hello Édition. C'est donc un recueil de poèmes divisé en 3 parties, donc aimer, vivre et penser. Donc déjà c'est 3 philosophies que je trouve vraiment intéressantes. Dans ce roman, il y a énormément de bienveillance, mais aussi de mal-être. On sent la douleur que la personne a pu ressentir. Enfin, l'histoire, je dirais pas que c'est une histoire à proprement parler. Bon, tous les poèmes se suivent bien évidemment. Mais en même temps, c'est pas non plus une histoire typique avec un protagoniste et toute l'histoire qui va avec. Non, là c'est vraiment du coup des recueils de poèmes, donc ça se voit que j'ai pas l'habitude, je vais pas vous le cacher, c'est pas forcément un genre que je lis très souvent. Mais j'ai vraiment été touchée par ce petit recueil de poèmes que j'ai trouvé d'ailleurs assez court, j'étais un petit peu frustrée qu'il n'y en ait pas plus. Mais c'était vraiment touchant, bouleversant de voir un petit peu tout ça, mais en même temps il y avait tellement d'espoir et de bienveillance à travers les mots de Marine Conan, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Donc vraiment juste pour ça je peux que vous le recommander, c'est assez poignant, mais en même temps c'est tellement bien écrit que ça passe tout seul. Pour vous donner un petit peu une idée de quelle poésie cela peut être, je vais vous lire le plus petit poème je pense à peu près que j'ai trouvé. C'est donc: un message de toi et mon cœur en émoi. Quelques mots à peine et s'envole ma peine. Au nom de l'amour, tout te donner. Au nom de l'amour, ne rien exiger. Tout. Donc voilà, je peux pas vous lire le recueil parce que de toute façon ça se fait pas pour l'autrice, mais je voulais vous donner un petit aperçu de quel genre de poème vous pouvez retrouver dans ce recueil, et j'espère sincèrement que plusieurs d'entre vous seront tentés de le découvrir parce que vraiment il est beau, il est poétique, il est prenant et surtout bouleversant et touchant, mais tellement bienveillant et il donnait beaucoup d'espoir tout simplement, donc je vous le recommande vraiment beaucoup. Par ce recueil, j'ai donc validé la catégorie un livre que l'on vous a offert. Et donc j'en profite aussi pour remercier beaucoup Marine Conan pour cet envoi.
Ensuite, le 9e livre qui m'a accompagnée durant ce challenge, c'est Santa Love Story, du coup envoyé par Elisa Forrest, donc qui est l'autrice en partie de ce recueil, puisque c'est un recueil de nouvelles, écrit donc par Chalice Houghton, Marine Conan, donc l'autrice de poèmes, Elisa Forrest et Aurélie Philippe, et donc publié en auto-édition. Par ces nouvelles, ce quatuor d'autrices nous font voyager en plein cœur de Noël, ça c'est certain, puisque nous allons découvrir comment le Père Noël et la Mère Noël sont devenus tout simplement le Père Noël et la Mère Noël. Comment deux êtres ont pu être associés à cette magie de Noël, à cette figure emblématique de Noël. Et donc, comment vous dire que j'ai tout simplement adoré quasiment toutes les nouvelles. Il y en a quelques-unes où j'ai été un petit peu plus chafouin, mais bon, après c'est aussi personnel. Et je pense pas vous donner le détail de chaque nouvelle parce que ça serait vachement long, mais j'ai fait un post Instagram dessus, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Vous avez aussi des exclusivités, je vais pas vous le cacher, des fois j'oublie d'en chroniquer ici, ou j'en chronique ici mais pas là-bas, donc n'hésitez pas à me suivre sur les 2 réseaux sociaux parce que vous serez d'autant plus servi de contenu. Les 4 nouvelles que l'on peut retrouver, c'est La fille du Père Noël, Fake Love at Christmas, Le destin de Noël et Le Noël Master. Du coup, mes 2 préférés ont été Fake Love at Christmas et Le destin de Noël, qui ont vraiment été pour moi les 2 que j'ai préférées, enfin les 2 plus belles, histoires, les 2 plus féeriques histoires, on va dire. Enfin, c'est pas hyper français ce que je raconte. Disons que la première, pour La fille du Père Noël, le côté, en fait, il y avait un espèce de côté maladie et du coup ça m'a un petit peu dérangée. Et du coup le fait que la Mère Noël ne soit plus là, mais du coup bon, il y avait la fille du Père Noël et de la Mère Noël qui prenaient la relève, donc c'est cool. Mais en même temps le Père Noël était aussi malade, du coup la première, bon, elle est sympa, mais ça avait pas non plus une ambiance de fou, donc c'était le côté un petit peu où j'étais chafouin. Mais sinon c'était quand même sympa, j'ai bien aimé la rencontre entre la fille et du coup un autre garçon qui deviendra, je pense, le Père Noël avec du coup la nouvelle Mère Noël. Mais voilà, c'est vrai que ce petit côté-là, j'ai eu un peu de mal, mais l'histoire en soi était bien menée, elle était bien écrite, bien tournée. C'est aussi une réussite, donc pour l'autrice, c'est juste de mon point de vue, j'étais un petit peu moins fan. Pour Fake Love at Christmas, j'ai adoré. Tout simplement, l'idée de base était excellente. En soi, c'est hyper cliché, mais j'ai vraiment adoré le fait qu'un homme loue entre guillemets une femme pour l'accompagner pour devenir Père Noël et elle Mère Noël de substitution. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment bien aimé celle-ci, c'était assez drôle, assez comique et vraiment prenant. Enfin, l'ambiance de Noël, trop bien. Là, je pense que c'est vraiment ma préférée, c'est Le destin de Noël, puisque c'est vraiment un retour sur les origines de Noël. C'est pas la descendance ou comment c'est né. Enfin, là, c'est vraiment plus typique, plus artisanal et j'ai vraiment adoré ce côté-là, le fait de revenir dans le passé, mais qu'en fait le Père Noël et la Mère Noël soient plus ou moins des failles et qu'il y ait beaucoup de magie, etc. et que ça vienne un peu comme ça. Je sais pas, c'était trop bien, j'ai adoré, donc vraiment ma préférée je pense. Et du coup, sans étonnement, et c'est vraiment pas fait exprès, je vous le jure c'est pas fait exprès, mais c'est écrit par Elisa Forrest. Sa plume joue extrêmement bien sur moi. Et la dernière nouvelle, c'est Le Noël Master, que j'ai vraiment bien aimé. Mais en fait, le problème, c'est le début où on rentre un peu trop directement dans l'histoire. Et c'est un peu dommage que ce soit aussi abrupt. Parce que du coup, sur le coup, on arrive dans l'histoire et tu te dis, bah, je suis où en fait? Je suis perdue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Et pourquoi on est en pleine épreuve de quelque chose que je comprends pas? Donc c'était vraiment le petit détail qui m'a gênée, donc je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée ou si c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes peuvent penser. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est le petit truc qui m'a dérangée, mais une fois dans l'histoire c'était vraiment chouette, j'ai bien aimé, en fait c'était juste trop cool quoi. J'ai adoré suivre le fait que ce soit des épreuves, etc. Trop chouette. Voici un bref avis du coup pour ce petit recueil de nouvelles. Je peux pas vous en dire plus parce que ça va vous spoiler, parce que c'est pas bien pour les autrices. Mais en tout cas, je vous le recommande vraiment pour la période de Noël. Et n'hésitez pas à lire les nouvelles du coup, une par jour. Ça peut être vraiment chouette. Finalement, je devais le faire. Je l'ai pas fait parce que sinon j'allais être en retard sur le programme et je voulais pas le finir après Noël. Mais voilà, trop contente en tout cas de l'avoir découvert et merci beaucoup Elisa du coup pour cet envoi. Par cette lecture, je valide donc la catégorie lire un one-shot. Et enfin, je termine le challenge avec la meilleure lecture je pense de mon challenge, vraiment même peut-être encore au-dessus du Grimoire de Filles, enfin vraiment j'ai adoré. Vous l'avez d'ailleurs retrouvé dans mon top 10 de 2022. Il s'agit de Leur sang coule dans tes veines, le tome 2, intitulé Le chaos des dieux, écrit par Rachel Burge et édité chez Casterman. Comment vous dire l'amour que j'ai pour cette duologie, vraiment c'était quelque chose, vraiment c'était quelque chose. Donc je pense pas vous faire de résumé pour celui-ci puisque je vous l'ai fait dans la précédente vidéo et même dans d'autres vidéos bien avant. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça. Mais du coup j'ai enfin terminé, ou malheureusement terminé cette duologie.
C'était incroyablement bien, vraiment j'ai adoré. J'hésite même à leur faire une petite vidéo dédiée, donc je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez une vidéo uniquement sur leur sang coule dans tes veines, parce que vraiment c'était juste tellement bien que j'ai envie d'en faire une propagande énorme, mais il faut aussi savoir que c'était terrifiant et que c'est pas non plus adapté à tout le monde. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai énormément annoté, donc voilà un petit peu à quoi il ressemble, donc il va même plus rentrer dans ma bibliothèque, mais c'était tellement bien, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas l'annoter. Les couleurs en plus de mes post-it, qui étaient des nouveaux d'ailleurs, allaient parfaitement avec la couverture, donc ça m'a encore plus donné envie de la noter. Et je regrette pas du tout parce que c'était juste trop bien. Enfin, c'est une espèce d'enquête teintée d'horreur, mais aussi dans l'hiver avec un cirque, parce que comme vous le savez sûrement, j'ai un petit problème avec les cirques. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais c'était juste trop bien. Le fait qu'on évolue dans un univers comme le nôtre, donc c'est plus fantastique du coup, fantaisé. Enfin, en fait, c'est un mélange un peu des deux, parce que c'est très fantastique, parce que c'est dans notre univers, parce que c'est des personnes humains, enfin, c'est des humains avec des maisons, enfin c'est vraiment un univers humain, mais il y a de la fantaisie dans le sens où la protagoniste, donc Martha, a des pouvoirs magiques si on veut, elle a un don plutôt, et on évolue aussi avec la mythologie nordique et c'était incroyable. Donc si vous aimez par exemple tout ce qui est Loki, Odin, Thor et tout, enfin déjà le livre est fait pour vous, mais il faut quand même faire attention parce qu'il est énormément teinté d'horreur, donc il est terrifiant. Je l'ai lu, donc celui-ci en 2 jours. Je l'ai commencé le 23 décembre, l'après-midi je pense, et j'ai fait une nuit blanche ce jour-là quasiment. Enfin, j'ai un petit peu dormi, mais pas beaucoup, tellement j'étais paniquée par ce roman. Je l'ai fini le 26 décembre, donc vous allez vous dire ça fait un peu plus de 2 jours. Certes, mais du coup le 24 et 25 je n'ai pas lu parce que la fatigue, la famille, Noël, etc. Et le 26 en le reprenant, pareil, je n'arrivais plus à dormir parce que c'était juste trop bien, trop prenant et terrifiant, surtout terrifiant. Tellement je l'ai aimé, je lui ai fait un petit TikTok entièrement dédié, donc encore une fois n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas parce qu'il y a aussi du contenu exclusif parce que je fais pas toujours les mêmes contenus partout, ce qui est normal. Et donc, je l'ai tellement aimé que j'en ai fait une petite vidéo propre. Je voulais pas du tout qu'il soit dans mon feed Noël parce que j'ai des idées de photos qui peuvent être vraiment bien pour ce roman. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont fait que je l'ai tout simplement adoré. Je sais pas en fait comment vous donner mon amour, je suis encore un peu chamboulée par cette lecture dans le sens où il était vraiment prenant, il était terrifiant et en fait quand j'y repense, je vois encore la tête qui me fait peur et ça c'est horrible en fait de repenser à ce qui nous fait peur, mais en même temps, je sais pas, l'histoire de Martha et Stig, vraiment c'était juste génial en fait, juste génial, et je sais pas comment vous expliquer en fait l'amour que j'ai pour cette saga. Et du coup j'ai terminé une duologie, donc c'est aussi la catégorie que je valide pour le challenge, c'est terminer une duologie, et donc j'ai commencé la duologie en février 2022, je terminais en décembre 2023, quand le livre est sorti quasiment, donc vraiment j'avais qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 tellement c'était prenant et bien. C'est pour ça que vous pouvez retrouver donc la duologie entière dans mon top 10 de 2022. Parce que c'était juste trop bien, je pense que je vais vraiment faire une petite propagande pour eux parce que ils sont pas assez connus, personne ne parle d'eux alors qu'en fait ils sont juste trop bien. Faut juste faire attention à tout ce qui est horrifique au niveau des ombres, au niveau de la nuit, etc. C'est assez terrifiant, mais en même temps c'est tellement bien. Et dans celui-là il y a aussi une histoire de masque, puisque c'est aussi dans un cirque, donc il y a pas mal d'aspects assez flippants, donc faites attention, mais vraiment trop bien, j'ai adoré. Et waouh, en fait je sais même pas encore quoi vous dire par rapport à celui-ci tellement c'était bien. Voici donc pour mon bilan de l'envoûtement livresque. Heureusement que j'ai pas lu plus finalement parce que la vidéo va déjà être assez longue. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu et n'hésitez pas du coup à me dire vous, votre tour, combien de livres avez-vous lu, quelles ont été vos meilleures lectures ou vos pires lectures aussi, est-ce qu'on en avait en commun, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse grandement et j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. Le challenge, je parle pas de la vidéo forcément, je parle aussi de l'idée du challenge en général, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions pour l'année prochaine, si vous voulez que je le refasse, ce qui est fort probable, parce que même pour moi je pense que je le ferai parce que j'adore cette période et j'aime me donner des petits challenges, des petits défis, même si je le respecte jamais, même si je fais plus de pales à force quasiment, je ne fais quasi plus de pales parce que, enfin j'en fais, mais je les respecte pas, du coup c'est problématique tout ça. Tout ça pour vous dire que j'espère très sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!